Bienvenue dans les coulisses de la création sonore, un périple que nous allons explorer ensemble. Je suis Bernard Lamaillou, auteur, compositeur de plus d'une centaine de musiques et chansons, et je vais vous raconter tout ce qui se passe après l'écriture d'une de mes musiques jusqu'à sa réalisation finale. Mais comment diable t'y prends-tu pour enregistrer tout ça? Une question fréquente à laquelle je vais m'efforcer de répondre ici. En fait, on peut enregistrer et mixer un grand nombre de voix et d'instruments, y compris lorsqu'on est tout seul, avec ses petites mains potelées. Je vous montre ça tout de suite. Commençons d'abord par faire une distinction importante entre les vrais instruments et les instruments samplés. Je suis guitariste depuis ma plus tendre enfance. J'ai appris seul, entièrement d'oreille, et avec le temps, j'ai exploré le piano, la contrebasse, la mandoline, le ukulélé et quelques percussions plus ou moins hétéroclites. En musique, un échantillon ou sample est un extrait sonore récupéré à partir d'un enregistrement préexistant de n'importe quelle nature afin d'être réutilisé musicalement ailleurs. D'une manière générale, les samples sont souvent utilisés entre autres par les DJ afin de recréer des ambiances sonores de toutes sortes. Là où ça devient intéressant, c'est quand les ingénieurs du son entreprennent d'échantillonner de manière systématique toutes les notes possiblement jouées par un instrument donné. Par la suite, cela permet par exemple de simuler depuis un clavier électronique le son de n'importe quel instrument avec un assez bon réalisme puisque les sons proviennent d'une source réelle au lieu de s'efforcer de la reproduire artificiellement. Avec un peu d'habitude, il est possible d'aller rechercher sur Internet toutes sortes de sonorités ainsi samplées. C'est ainsi que l'on parle parfois de banque de sons. Ainsi, il est tout à fait possible d'utiliser un clavier pour lui faire émettre à peu près n'importe quel son, avec un réalisme assez convaincant. Jugez plutôt. Ici, un saxophone ténor. Pour que cela soit possible, il suffit que notre clavier soit compatible avec la norme MIDI. MIDI est un acronyme signifiant littéralement « interface numérique pour instruments de musique ». C'est tout à la fois un protocole de communication et un format de fichier dédié à la musique et utilisé pour la communication entre instruments électroniques et logiciels de musique. Apparu dans les années 80, issu d'une volonté de l'industrie de normaliser les échanges entre les différents logiciels et instruments, ce protocole est devenu aujourd'hui un standard très répandu. Alors quand on parle de MIDI, il faut savoir qu'il y a une confusion courante. Pour bien comprendre cela, il faut bien avoir ceci à l'esprit. Autour des années 90, le MIDI était notamment employé pour ce qu'on appelait alors la synthèse FM, c'est-à-dire qu'on essayait de façon totalement artificielle de reproduire et de stocker sur un synthétiseur ou une carte son un certain nombre de sonorités différentes dont certaines se rapprochaient parfois de la sonorité d'autres instruments ou synthétiseurs, sans jamais toutefois y arriver de manière vraiment probante. C'est dans ce contexte que s'est développa la norme dite General MIDI, à la fin des années 90, laquelle s'efforçait de classifier et de reproduire les sons de divers instruments courants. Ça s'est beaucoup développé, entre autres, dans l'univers des jeux vidéo. Vous savez, à l'instar de la musique que vous entendez en ce moment. Dans la pratique, de nos jours, on n'utilise plus que la partie protocole de communication de la norme MIDI pour y transporter des sons qui sont le plus souvent samplés, donc d'un appareil, possiblement un clavier, à un autre, par exemple un ordinateur. Quant au General MIDI,
il y a une sacrée lurette qui n'est plus guère utilisée tant il est devenu pratiquement obsolète dans le contexte actuel. Mais tout cela génère quelques confusions parfois. En résumé, la différence entre le MIDI d'hier et d'aujourd'hui, c'est qu'hier, le MIDI imitait le son des vrais instruments, alors qu'aujourd'hui, il utilise le son des vrais instruments. D'ailleurs, d'une manière générale, dans le domaine du traitement du son, comme dans beaucoup d'autres, les choses évoluent très vite. Les outils disponibles aujourd'hui remplacent les magnétophones à bande des studios analogiques. Aujourd'hui, la quasi-totalité des musiques que vous entendez sur Internet ou ailleurs ont été réalisées dans des studios d'enregistrement professionnels ou encore chez des particuliers disposant d'un environnement adapté. On parle alors de home studio. En pareil cas, la logistique peut être considérablement allégée. Tout se fait sur un ordinateur personnel, utilisant des logiciels de la catégorie des STAN, c'est-à-dire stations de travail audio numérique, ou si vous voulez faire plus chic, de la catégorie des DAW, des DAW, comme Digital Audio Workstation en anglais. Les STAN les plus connus sont Logic et Pro Tools. L'enregistrement des pistes sonores est une partie déterminante pour tout projet musical, et en général, c'est par là que ça commence. Nous parlerons des préparatifs, puis de l'enregistrement audio, et ensuite du cas particulier de l'enregistrement des claviers. Voyons cela en détail. Avant d'appuyer sur le bouton d'enregistrement, je prépare minutieusement la structure du morceau en déterminant sur mon logiciel le tempo, c'est-à-dire la vitesse à laquelle le morceau va se jouer, y compris les éventuels ralentissements, accélérations, changements de rythme, etc. C'est aussi l'occasion de placer des repères qui seront utiles par la suite pour la navigation dans le morceau. L'enregistrement audio se fait avec un microphone, en l'occurrence un microphone électrostatique le plus souvent. Vous savez bien, ce sont les micros que l'on voit typiquement dans les reportages qui se déroulent en studio d'enregistrement. On les reconnaît bien à la présence du petit système à élastique qui empêche le microphone de produire des bruits parasites, comme lorsqu'on heurte par mégarde un pied de micro par exemple. Autre cliché des studios d'enregistrement, le filtre anti-pop. Ce drôle de cercle noir avec un voile au milieu sert à limiter les éventuels petits bruits explosifs qui peuvent parfois survenir lorsqu'on enregistre une voix et que la personne prononce un P ou un B, consonne appelée plosive par les linguistes. Une fois tout cela mis en place, je procède à l'enregistrement proprement dit, et ça ressemble à peu près à ça. Une fois l'enregistrement fait, il est possible de procéder à un certain nombre de retouches ou de découpages. Par exemple, redéfinir les points de début et de fin d'enregistrement, réenregistrer des petits extraits de la piste pour venir les coller à l'endroit adéquat. Et quand on est satisfait de la prise, on passe tout simplement à l'instrument suivant pour la prochaine prise. C'est ainsi que je peux par exemple réaliser l'enregistrement d'un groupe vocal ou même d'une chorale en chantant tout seul les différentes voix au fur et à mesure, comme dans l'exemple que vous entendez en ce moment. Le résultat peut être assez spectaculaire, mais nous autres musiciens sommes très nombreux à procéder ainsi. C'est juste une question d'habitude. Voilà pour l'enregistrement dit audio. Les prises de son, pour la plupart des voix et des instruments, se déroulent de la manière que nous venons de voir. Cela étant, il y a quand même un cas très particulier. Il s'agit de l'enregistrement des claviers. On voit ça tout de suite. Rappelons que la plupart des banques de sons s'utilisent via un clavier compatible MIDI. Quand on effectue un enregistrement MIDI, il y a une chose qui est toujours extrêmement gratifiante et sympa, c'est la facilité déconcertante avec laquelle
on peut procéder à des retouches après coup. Mais revenons tout d'abord sur les ondes audio produites lors des enregistrements des voix et des vrais instruments. En général, comme vous vous en êtes déjà rendu compte, sur une stan, cela donne quelque chose dans ce goût-là. Ainsi que nous l'avons dit précédemment, les éventuelles retouches que l'on peut effectuer sur un signal audio sont plutôt limitées. Voyons cela. Alors, dans cet exemple, on va écouter ce que donne l'enregistrement d'une voix. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Voilà, on voit que la personne a toussé au milieu et ce qu'on peut s'efforcer de faire, c'est éliminer cette toux un peu parasite. Alors on va se placer, on va dire ici, on va mettre un repère de coupe à cet endroit. On va se placer ici, on va mettre un repère de coupe à cet endroit et on va enlever la partie qui nous gêne et éventuellement rapprocher un peu les deux parties pour voir ce que ça fait. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Voilà, en l'occurrence, ça a l'air probant. Ici, il s'agissait simplement de supprimer une toux inopportune. Mais imaginez un scénario plus complexe, par exemple, un musicien ayant joué une fausse note alors que le reste de sa prestation était plutôt réussi. Je vous laisse imaginer ici la complexité des retouches qui seraient effectuées à l'aide du procédé que nous venons de voir. Fort heureusement, il existe d'autres manières d'enregistrer et de modifier la musique. Voilà qui est déjà mieux que l'image qui représentait une forme d'onde, vous ne trouvez pas? Généralement, l'enregistrement d'un signal MIDI ressemble à cette vue. Bien connue du home studiste moyen, il s'agit de la vue dite piano roll, ainsi baptisée par les anglophones par allusion au rouleau de papier perforé qui contrôle le mouvement des touches d'un piano mécanique ou d'un instrument similaire, type orgue de Barbarie, permettant ainsi de reproduire une mélodie. Il faut bien comprendre qu'une vue de ce type se prête à de nombreuses manipulations, qui seront reproduites sur le son à émettre au final, car on n'enregistre que lorsqu'on est content. En effet, si l'opérateur modifie la hauteur ou la durée d'une petite bande de couleurs, le son correspondant se fait immédiatement entendre. Bon alors, imaginez maintenant que dans ce que je viens de jouer, il y a une note qui ne me convienne pas. Comment ça se passe? C'est aussi simple que ça. Voilà, c'est celle-là. Celle-là, elle ne me plaît pas. Je vais la changer à autre chose. Alors d'abord, je lui clique dessus. Voilà, et je vais la remplacer par... je vais monter. Et quand je suis content, je lâche. Je vérifie. Voilà, c'est aussi bête que ça. Comme nous venons de le voir, l'utilisation du MIDI ouvre un monde de possibilités pratiquement infinies. Par exemple, par ce procédé, il est on ne peut plus facile d'éliminer les notes parasites qui se sont produites lorsqu'un musicien maladroit a, disons, oublié d'enlever ses moufles avant de jouer. Au passage, je vous livre ici un plan d'escroc que j'utilise, pas toujours mais souvent, quand j'enregistre mes parties piano. Car effectivement, le synthé peut imiter le piano aussi. Cela consiste tout simplement à enregistrer tour à tour la main gauche, puis la main droite, lorsque je ne possède pas la dextérité suffisante. Je vous le dis très humblement, et je sais que je ne suis pas le seul dans ce cas-là. Ainsi, l'édition des enregistrements MIDI devient un vrai plaisir pour nombre de musiciens. Quand enfin on est satisfait du résultat, il suffit de savoir demander à notre stan de rejouer la partie que nous venons de corriger, et le tour est joué. Ainsi, ce joli petit piano roll, donc, vient occuper une nouvelle piste dans notre stan, donc, laquelle piste peut, selon le cas, conserver son statut de piste MIDI ou bien être convertie en piste audio. Enfin, exactement comme pour l'enregistrement audio, quand on est satisfait du résultat, on passe à l'instrument suivant, et ainsi de suite. Nous sommes maintenant arrivés au stade où toutes nos pistes successives ont été enregistrées. À supposer que nous soyons satisfaits du résultat obtenu, il s'agit maintenant de convertir l'ensemble des pistes créées, lors des étapes précédentes, en deux canaux stéréo classiques.
C'est la phase où toutes les pistes vont réellement prendre vie. Pour cela, le travail se décompose en un certain nombre de tâches. La première d'entre elles consiste en général à enrichir telle ou telle piste avec ce qu'on appelle des effets. Les effets les plus courants sont la réverbération, la compression et l'égalisation. N'hésitez pas à googler ces 3 mots au besoin si vous êtes curieux. Ensuite, on travaille sur les différents niveaux sonores ainsi que sur le panoramique, c'est-à-dire la balance gauche-droite, de chacune des pistes. Alors il y a pas mal d'autres réglages, mais je vous épargnerai ici les détails fastidieux. Dans un monde idéal, le mixage, tout comme la prise de son d'ailleurs, est réalisé par ce qu'on appelle un homme de l'art, ou femme bien entendu, car cela requiert des aptitudes qu'un compositeur ou un musicien ne possède pas nécessairement. Au final, si le musicien en question persiste dans cette tragique erreur, celle qui consiste à se prendre pour un ingénieur du son, le résultat peut s'en faire cruellement ressentir. Pour ce qui me concerne, je me suis efforcé de limiter les dégâts en la matière en suivant un cours en ligne que j'ai trouvé particulièrement bien fait. Si vous êtes curieux, je vous en dis un peu plus dans la description. Alors, est-il nécessaire de connaître le solfège? Si on y regarde de près, le solfège n'est après tout qu'une convention d'écriture. Ainsi, certains logiciels sont capables, si nécessaire, de convertir une écriture de type piano-roll en partition et vice-versa. Il faut bien voir que pour quelqu'un qui a déjà des notes dans la tête et qui imagine des mélodies et des harmonies, il n'est pas indispensable de savoir les retranscrire en solfège. C'est un peu comme dans le cas d'un poète analphabète, si on veut bien me pardonner cet audacieux rapprochement. Pour ma part, je joue et compose de la musique depuis mon plus jeune âge, mais ma rencontre avec le solfège s'est plutôt mal passée. J'ai donc pris le parti de vivre sans, ce qui n'a jamais empêché les petites musiques de continuer à voyager dans ma tête et dans mon cœur tout au long de ma vie. Alors c'est vrai, jouer avec des vrais musiciens, franchement, il n'y a rien de tel. Or, ceux qui me connaissent un peu savent que je travaille seul la plupart du temps. Pourtant, rien ne me fait plus plaisir que de jouer avec d'autres musiciens. Les occasions ne m'ont certes pas manqué dans ma déjà longue vie. Mais lorsque l'on commence à avoir un grand nombre d'intervenants, cela tourne très vite au casse-tête. Ne serait-ce que pour des raisons d'organisation, sans compter les problèmes financiers. En général, les musiciens professionnels se font payer et ce n'est que justice. Or, mes modestes moyens ne me le permettent pas forcément. En résumé, il m'est nettement plus commode de faire entrer dans mon home studio une banque de sons qu'un orchestre symphonique. Du coup, je ne m'en prive pas, et nous sommes très nombreux dans ce cas. Quant à ceux qui m'objecteraient que le côté électronique de certains sons se fait trop sentir à leur goût, aucun problème, qu'ils fassent mieux s'ils en ont les moyens, et très sincèrement, je m'en réjouirai. J'espère que ces quelques explications vous ont plu. Précision importante, dans cette vidéo, je n'ai pas eu la prétention de vous montrer comment il faut faire, mais plus simplement l'envie de vous témoigner de comment je fais pour ma part. Il ne s'agit donc que d'un exemple, rien de plus. Mais c'est le mien, et je tenais à le partager avec vous. À toutes fins utiles, si le cœur vous en dit, vous pouvez entendre ce que donne la mise en pratique de mon petit bac à sable perso en vous rendant sur ma chaîne YouTube ou sur mon site personnel. De toute façon, tout ceci est retranscrit dans le descriptif de la vidéo. Des questions? Des remarques? Dans ce cas, laissez un commentaire, sachant qu'il sera toujours bienvenu. Portez-vous bien.